Bonsoir, au sommaire de cette édition, on se dirige vers le coup d'envoi de l'exploitation des gisements de fer du Simandou. Le calendrier se précise, le chef de l'État souhaite que les travaux débutent cette année 2014. À suivre aussi comment le monde rural s'organise pour la fourniture de données chiffrées sur le potentiel horticole de Guinée. Une soixantaine de cadres en formation de 4 jours à la baie. Ils vont lancer l'enquête nationale bientôt. Et puis les actes de violence relevés ce matin à l'hôpital d'Onka, des moments de frayeur provoqués par des élèves après le décès hier de leur ami. Quelles sont les raisons de cette manif? Restez avec nous. Toutes nos excuses pour ce léger retard et merci de nous rejoindre dans ce journal qu'on ouvre par le carnet d'audience du président de la République. Professeur Alpha Condé s'est entretenu ce matin avec les principaux partenaires du projet minier Simandou. Au menu des débats, le lancement prochain, très prochain, des travaux d'exploitation du gisement de fer. Le chef de l'État souhaite que cela se fasse cette année. Image Doudou Traoré, commentaire Mohamed Lamine Souma. Ce sont les 4 partenaires principaux du projet Simandou, à savoir Rio Tinto, Sinalco, la SFI et le gouvernement guinéen. Un projet devenu presque un mythe pour les Guinéens parce que depuis 1997, rien de concret n'a été fait sur le terrain. Au cours de cette audience, donc, le président de la République, professeur Alpha Condé, a réitéré son vœu ardent de voir enfin la matérialisation de l'exploitation du minerai de fer de Simandou, un engagement accepté par tous les partenaires du projet Simandou. We're here as the partners of the Simandou project. Nous avons parlé de finaliser l'étude de faisabilité bancable le plus vite possible afin de pouvoir mettre autour de la table les bailleurs de fonds et procéder à la réalisation de ce projet. Et donc les questions importantes sont relatives à comment faire en sorte que le projet se réalise le plus vite possible. Et l'une des questions angulaires, c'est la question du cadre d'investissement. Pour la Société financière internationale SFI, il va falloir œuvrer à la mobilisation rapide du financement nécessaire. Pour nous, la SFI, c'est un projet extrêmement important, c'est un projet stratégique au niveau mondial. Donc nous soutenons le projet à 100%. Comme vous le savez, la Guinée est actionnaire de la SFI comme les autres pays. Donc pour nous, la priorité, c'est de s'assurer que le projet a des impacts très positifs sur toute la population, que nous maximum positif de la construction et les impacts économiques du projet. Les impacts sont très bien maîtrisés. Quant à Sinalco, il est temps de faire avancer le projet Simandou. Ce qui concerne les questions clés vers le volume de production de minerai de fer ainsi que d'investissement, nous soutenons clairement Rio Tinto en tant qu'actionnaire majoritaire d'avancer ce projet. Et l'objectif de Sinalco et l'État guinéen. Le gouvernement guinéen souhaite de tous les vœux que ce vieux rêve soit une réalité. C'est l'une des rares fois où on arrive à regrouper ensemble les 4 grands projets Simandou. C'est pour ça que M. le Président de la République il a insisté sur l'engagement du gouvernement et de tout faire pour expliquer aux populations l'importance du projet pour le pays. Mais il a aussi insisté sur la nécessité que le projet soit visible sur le terrain. Donc il a insisté sur la nécessité que l'on voit les routes être construites, que les emplois être créés et le projet sortir de terre pour donner de l'espoir aux populations. Situé dans les préfectures de Kerouani et Beila, le projet minier Simandou pourrait, dans sa phase d'exploitation, générer des milliers d'emplois, renflouer les caisses de l'État et permettre la construction du chemin de fer appelé Trans-Guinée.
Le club d'experts en droit humanitaire a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Les discussions ont porté sur la nécessité d'inscrire le droit humanitaire dans les programmes scolaires en Guinée. Ensuite, c'était au tour du représentant du NDI, National Democratic Institute, d'échanger avec l'honorable Cory Kondiano sur les possibilités d'appui à l'hémicycle en termes de formation et d'équipement. François Lama. Ils sont tous formateurs, enseignants, chercheurs dans les structures d'enseignement supérieur en Guinée et membres du club d'experts en droits humains et en culture de la paix à être reçus ici par le président de l'Assemblée nationale. Ces experts viennent de boucler une série de formations sur les genres journalistiques, le droit humanitaire, mais aussi l'approche de la gouvernance socio-politique et économique dans le pays. Ils étaient venus justement échanger et informer, mais aussi restituer les résultats, mais aussi les attentes de leur formation au président de l'Assemblée nationale. Nous, en tant qu'institution de formation, nous sommes préoccupés de former des journalistes pour qu'ils puissent répondre efficacement et qu'ils puissent jouer efficacement leur rôle au sein de la société. Parce que quand on parle de la démocratie dans un pays, quand on parle de la paix et quand on parle de respect des droits humains, je pense que le meilleur véhicule, c'est les journalistes. Il faudrait que les journalistes soient préparés sur ces questions pour qu'ils soient à même de les rapporter efficacement. Le directeur Afrique du NDI, National Democratic Institute, a été également reçu par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale pour échanger sur les possibilités d'appui du NDI à l'institution parlementaire. L'entretien a permis la signature d'un protocole d'accord qui couvre plusieurs domaines. Le NDI s'engage donc à travers ce protocole d'accord de mettre à la disposition de l'Assemblée nationale cette expertise par la formation des députés, par la formation du personnel administratif de l'Assemblée et par d'autres échanges qui devraient favoriser le renforcement des capacités des députés de l'Assemblée nationale. Les échanges se poursuivent par l'identification des projets à appuyer par NDI dans les 12 commissions et les 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement a visité ce matin les installations de l'entreprise de construction de routes OAS récemment vandalisée par un groupe de jeunes. Mohamed Saïd Fofana a saisi l'occasion pour rassurer les partenaires brésiliens du gouvernement à assurer la sécurité des installations de l'entreprise durant les travaux de construction de la route 2x2 d'Abompa P436. Compte rendu, Hadi Kamara. Cette visite s'inscrit dans le cadre du et l'entreprise OAS de sélection et de l'aménagement de la route 2x2 voies d'Abompa P436. On se rappelle encore le mardi 11 février, les nous avons appris que vous étiez vous-même mobilisé dès les premières heures pour venir investir les lieux afin d'empêcher que le vandalisme n'emporte au moins les équipements lourds. Alors au nom du président de la République et de tout le gouvernement, nous vous remercions pour cet acte patriotique en vous demandant vous-même de vous transformer en soldats. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Alors je voudrais aussi remercier la direction de l'OAS pour s'être engagée à reprendre les activités dans les meilleurs délais. Le chef de l'État, personnellement, il s'est assuré de cela. La direction leur engagement à aider ce pays à améliorer notre infrastructure. Ce qui est arrivé, mais nous le promettons que nous prendrons, comme je l'ai dit, n'arrive plus. Malgré ces dégâts, les partenaires brésiliens entendent prendre le taureau pour continuer les travaux de construction de la route 2x2 voies d'Abompa P436. Ça renforce encore la solidarité que toujours les Guinéens
accordé ici pour AES. Depuis les premiers jours, on a reçu beaucoup des appels des employés, des autorités guinéennes, beaucoup de gens de la population pour dire qu'ils sont toujours avec nous. Ça nous encourage beaucoup à lutter, à continuer. Et depuis que l'État aussi nous a assuré ici devant tout le monde un peu la paix, on fait beaucoup des actions au niveau sanitaire. Représentant de manger. Pour nous, c'est très facile l'adaptation ici par rapport aux autres pays. Depuis le lendemain, on a commencé à faire la réparation. Maintenant, des salles des quelques jours pour que le on vous assure que la Guinée c'est notre pays, nous sommes là vraiment avec vous. C'était un incident. Pour ce qui les travaux, on va respecter, continuer avec les le gouvernement, la construction et de la sine qua non de la Guinée. Après, c'est le ministre de la préfecture de Koya apprécier le niveau d'avancement des travaux d'aménagement de la zone où tous les véhicules d'occasion en vente seront transférés. Notre reporter Adi Kamara reviendra sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. L'université Kofi Annan a été frappée récemment par un incendie qui a causé beaucoup de dégâts. La première dame était sur les lieux aujourd'hui pour constater les impacts du feu sur le bâtiment. Adjadjane Kondé a exprimé sa compassion aux étudiants et encadreurs. Mamadou Alpha Baldé. Il est 17h, la première dame de Guinée arrive à Kofi Annan, première université privée de Guinée. Adjadjane Kondé est venue témoigner de sa compassion au personnel et étudiants de cette grande université suite à l'incendie du 18 février dernier. L'espace Malick Kondé, qui pouvait accueillir jusqu'à 1000 étudiants, est complètement ruiné. C'est un bijou d'une valeur de plusieurs centaines de millions qui est parti en fumée. À distance, on ne peut pas se rendre effectivement compte pas l'ampleur, et là je suis impressionnée et vraiment peinée de voir tout ce qui s'est passé, mais comme le dit le fondateur, heureusement il n'y a pas eu de mort, donc nous louons la grâce de Dieu et j'espère que l'amphithéâtre Malick Kondé sera rapidement reconstruit. Les dégâts sont énormes et le drame inoubliable. Mais pour les responsables de Kofi Annan, le déplacement de la première dame est tout un symbole. J'ai été réconforté par la solidarité de l'ensemble de la Guinée, y compris les autorités et les membres du gouvernement. Aujourd'hui, la solidarité exprimée par le pouvoir présidentiel va droit au cœur et réconforte tous les étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier, cette salle s'appelle Malick Kondé, c'est le nom du jeune frère du professeur Alpha Kondé, qui malheureusement nous a quittés Nous sommes persuadés que dans quelques mois, on va restaurer la salle Malick Kondé. Elle sera aussi belle que l'espace Malick Kondé a été construit en 2012. Le bâtiment abritait les conférences et manifestations culturelles au sein de l'institution. On ouvre le dossier de la visite en Guinée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le souverain marocain est très attendu. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens de fraternité entre Conakry et Rabat, comme nous l'explique ce commentaire de Kaba Kondé. Sa Majesté le roi Mohamed VI en Guinée
En voilà un immense honneur, en voilà un privilège sans fin, en voilà une grâce divine. Pourquoi donc tant de considération à notre pays? Pourquoi toute cette attention à la Guinée? À mon humble avis, il y a l'histoire, il y a la tradition, il y a la religion. Déjà, avant l'indépendance du Maroc, alors que ce grand pays de synthèse et de quintessence, alors que cet État pétri de noblesse et entiché de grandeur, alors que le Maroc était encore sous protectorat et que la Guinée était une colonie, déjà à ce moment-là, la dynastie chérifienne et la classe politique guinéenne avaient noué des relations de confiance, de solidarité stratégique et d'entraide effective. Si fait que, dès que Sa Majesté le roi Mohamed V est rentré d'exil pour restaurer son autorité, recouvrer sa suprématie et exercer la plénitude de son pouvoir, c'était en 1954, les responsables politiques guinéens, dont notamment Ahmed Sékou Touré, Saïfoulaye Diallo, Lansana Biavougui, Abdoulaye Diallo dit Abdoulaye Ghana, ont trouvé dans le Maroc un allié des plus importants et des plus sûrs pour parachever la marche de notre pays vers l'indépendance. L'histoire connue de la lutte pour la liberté a forgé entre nos deux pays des relations qui se sont consolidées au fil des années. Le roi Mohamed V et le président Ahmed Sékou Touré ont élevé ces relations au niveau de nation la plus favorisée et leur ont imprimé des marques indélébiles comme par exemple l'inexistence de visas d'entrée sur nos territoires respectifs pour les citoyens de nos deux pays. Il serait fastidieux de citer les actions de faveur réciproquement honorées par nos deux États, mais les Guinéens touchent du doigt des réalisations qui les obligent à considérer le Maroc et surtout la famille royale comme un pays et une institution particulièrement généreux à leur endroit. Les somptueuses villas de la Cité des Nations sont suffisamment illustratives de la volonté et des intentions, de l'engagement et des ambitions ô combien féconds et dynamiques à l'égard de la Guinée. Cette tradition de bonnes relations a fait que jamais aucun nuage, si petit soit-il, n'a troublé la sérénité de celle-ci, aucune contrariété, pas le moindre désagrément, ne sont tant soit peu intervenus entre Marocains et Guinéens, ni au plus haut de nos États, ni au ras des relations quotidiennes de nos concitoyens. L'axe Rabat-Conakry est extraordinairement fécond et bénéfique à l'Afrique parce que c'est lui qui a accouché le célèbre groupe de Casablanca qui lui-même a mis au monde l'Organisation de l'Unité africaine OUA. L'axe Rabat-Conakry est un axe fort, un axe solide, un axe d'aisance donc incassable, inoxydable, infléchissable. Dès son avènement à la tête de la Guinée, le président Alpha Condé ne s'est pas fait faute de conférer à cet axe un accroissement de dynamisme et de qualité. Le professeur Alpha Condé a logé le Maroc au centre de sa diplomatie et à une place de choix. Sa Majesté le roi Mohamed VI, de son côté, a perpétué la volonté et les intentions, l'engagement et les ambitions, les gestes et les actions de Sa Majesté Mohamed V, son grand-père, et de Sa Majesté Hassan II, son royal père. S'il fallait une preuve, une seule preuve de la vérité des intentions et de la réalité des actions, je me contenterai pour ma part de la royale visite que Dieu, dans son infinie magnanimité, a inspirée au commandeur des croyants. Bienvenue en Guinée à Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Dans le cadre justement de cette coopération, il faut préciser que plusieurs infrastructures scolaires en Guinée portent les noms de personnalités marocaines. Il y a par exemple à Kamsar une école et un institut polytechnique dénommé Roi Mohamed VI, plus de 1300 apprenants et une volonté d'être en partenariat avec l'ambassade du Maroc. Martin Francina Duno. Le complexe scolaire professionnel et universitaire Roi Mohamed VI de Kamsar, l'établissement a ouvert ses portes depuis 1999 avec la maternelle, le primaire et le secondaire pour seulement 85 élèves. Aujourd'hui, il compte 1352 élèves. Le fondateur l'image d'une personne cet établissement guinéenne.
En 2011, l'école professionnelle a commencé avec 2 filières de formation, à savoir le certificat d'aptitude professionnelle CAP et le brevet des techniciens supérieurs dans les filières, parmi lesquelles géologie appliquée, topographie, informatique minière, hydrométallurgie, forage, comme le vers le social. Produit qu'au niveau des écoles soit compétitif. Déjà au cours des stages, il y en a qui sont déjà cooptés. Nous souhaiterons avoir vraiment les relations de partenariat, surtout en ce qui concerne les appuis institutionnels à travers le Royaume du Maroc vis-à-vis de notre école. Les étudiants venant de loin ne souffrent plus du manque de tuteurs. La Fondation a construit où sont logés, une particularité dans l'éducation supérieure privée du pays. Dans l'actualité encore, sur le processus d'intégration, elle s'est tenue au ministère de la Coopération. Il était question d'examiner la place de la Guinée dans l'espace CEDEAO. Au menu des débats également, le renforcement de la présence des opérateurs économiques dans la sous-région. Kerno Ousmane Diallo. En 2015, la CEDEAO va célébrer son 40e anniversaire. La Guinée, membre fondateur de cette organisation, réfléchit sur les moyens de profiter pleinement des opportunités que lui offre son appartenance à cette organisation sous-régionale. Les statistiques de la douane nationale révèlent que le manque à gagner est important pour la Guinée, d'où l'intérêt pour les opérateurs économiques en particulier d'accroître leur offensive sur le marché de la CEDEAO. Les avantages que nous accordons à ceux qui exportent de chez eux pour chez nous, nous devons nous aussi avoir la chance que nos opérateurs économiques bénéficient des mêmes avantages une fois qu'ils parviennent à exporter des produits à destination des pays de la CEDEAO. Il faut que quand même qu'on sache qu'on a un marché. La CEDEAO. Les acteurs guinéens puissent concurrencer les autres en termes de formation, en termes de financement et en termes de promotion. C'est la 3e rencontre du genre organisée par le ministère de la Coopération internationale. Les défis pour renforcer l'image de marque de la Guinée dans l'espace CEDEAO sont identifiés. Les textes relatifs au schéma de libéralisation des échanges sont vulgarisés. Le processus d'intégration encouragé. En dehors de la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services, il y a le développement des infrastructures socio-économiques et du ces ONG qui sont sur place, il ne faut forcément aller à la recherche de ces opportunités. 15 pays forment la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En 2020, ces États pourraient tous adopter une monnaie commune, mais avant, la Guinée et 5 autres nations se préparent à mettre au point une seconde zone monétaire, la ZMAO. Il y aura bientôt une enquête nationale. C'est un événement en perspective qui va permettre d'évaluer le potentiel horticole du pays. Mais avant, les agents enquêteurs ont besoin de formation, notamment en analyse des données statistiques. La ville de Karamoko Alpha Molabé s'érige en capitale du monde rural. Une capitale qui accueille une 60aine de cadres du ministère de l'Agriculture, des régions administratives de Kindia, Boké, Mamou et Labé. L'objectif de ce rendez-vous d'échange est d'affûter les enquêteurs de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires en technique de remplissage des fiches. Ceci pour combler le déficit d'information sur la production légumière et fruitière. Un déficit qui empêche de dresser un bilan alimentaire national exhaustif. Nous nous mettons à la tâche pour trouver des résultats fiables, des résultats viables, pour que désormais, sur le plan national, que la direction puisse, même le pays puisse utiliser ces données, des données réelles de statistiques agricoles. Après la baie Djekedou, sous les berges pittoresques du fleuve Makona, le maraîchage bat de l'aile. Les femmes évoluées en groupement sont confrontées et aux problèmes de maîtrise de l'eau, de motopompes et d'autres équipements d'arrosage. Toutes ces informations par les enquêteurs des régions administratives de Zérékoré, Kankan et Farana. La feuille de route est de dénombrer tous les sites maraîchers et de dresser les caractéristiques
Ça, en octobre, les superficies des sols agricoles. On va finir avec le dénombrement des sites. Les décideurs qui nous ont commis à cette tâche, c'est-à-dire je veux parler du ministère de l'Agriculture, pourront comprendre effectivement ou comprendront le nombre de sites maraîchers en République de Guinée repartis en fonction des préfectures. Pour faciliter la collecte des données et mettre depuis le 19 mars 2012, un décret du président de la République a élevé le service national des statistiques agricoles en agence. Ce nouveau statut d'établissement public est accompagné d'une autonomie financière et administrative. Entre autres acquis, cette autonomie a permis de mettre 122 motos à la disposition des agents enquêteurs de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe un guide national d'opérateurs économiques pour le développement. Ils sortent d'une conférence de pour faire le point sur leur volonté d'accompagner la politique de développement du chef de l'État. Compte rendu, Saliouba Alpha Baldé. Dans le monde des affaires en Guinée, le Sénéguide, Conseil national des opérateurs économiques guinéens pour le développement. Cette structure se veut plateforme commune de dialogue entre les zones d'affaires dans le but de promouvoir le plus approprié aux échanges entre opérateurs économiques et au renforcement du dialogue social. Le Sénéguide se réjouit de l'amélioration du climat des affaires dans le secteur privé guinéen grâce à la volonté du président Alpha Condé. Cependant, son président s'insurge contre l'attitude de certains hommes d'affaires guinéens. On a souffert depuis l'indépendance. Personne, aucun Guinéen peut payer Alpha Condé la souffrance qu'il a souffert. Personne au monde. Donc, nous allons les remercier, les soutenir. On a annulé notre dette. On a récupéré la confiance. Aujourd'hui, le monde entier est en train de venir. On rentre aller vers le monde entier. Donc, c'est invite les opérateurs économiques guinéens de venir au conseil. L'organisation qui manque. On souffre de tout ça. Perspective de nous, c'est pour mettre tout ça en place et informer les gens comment il faut faire, amener les cabinets, former les gens, essayer des partenariats tranquilles. Et puis tout le monde. Encore, quand il y a les partenaires qui viennent, n'attendez pas qu'on vous appelle. Le guide entend mettre en place des mécanismes à Éducation avec cette campagne de sensibilisation à l'intention des élèves sur la paix. Le réseau des femmes du fleuve Mano vise dans un premier temps 4000 lycéens de la zone de Conakry. La démarche en gros vise la réduction de la délinquance et des actes. C'est Madame Diana Yansani. Le lycée Matam constitue la première étape de la campagne de sensibilisation entamée par le réseau des femmes du fleuve Mano. Ici, le reste de la violence et de la délinquance, des actes qui compromettent l'avenir des élèves. Le réseau des femmes est une organisation, comme l'indique son nom, de femmes, qui est conscient que l'éducation des enfants ne peut de la femme. Nous avons décidé de faire une série de campagnes de sensibilisation dans les grands lycées de la capitale pour informer les jeunes, mais aussi les sensibiliser sur les causes et les conséquences de la violence en milieu scolaire. On leur a expliqué que demain, ils doivent être des citoyens modèles. Pour qu'ils soient des citoyens modèles, il faut qu'ils respectent les lois du pays, il faut qu'ils respectent les droits de l'homme pour qu'eux-mêmes, ils puissent jouir demain d'un pays où il fait bon de vivre. Financée par l'ambassade des États-Unis, cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jeunes et Consolidation de la Paix. Et depuis la création de ce comité dans notre établissement, ça a été un peu difficile pour nous de gérer les élèves à l'école, mais je pense qu'aujourd'hui ça va aller. Et si on continue encore à organiser ces manifestations-là dans les différents établissements pour la sensibilisation des élèves, vraiment, je pense que ça serait bien. Le réseau des femmes du fleuve Mano compte toucher 4000 jeunes lycéens de la capitale. Ces jeunes qui, dans les lycées, vont constituer des comités de prévention et de résolution des conflits. Si
on mettait les journalistes devant dans le processus de réconciliation nationale. En tout cas, on a essayé avec les religieux. C'est pas sûr non plus que ça marche avec les politiques. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme l'affaire, d'où ces 3 journées de réconciliation nationale. Depuis 2010, il existe une commission provisoire de réconciliation nationale. Pour accompagner cette commission, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée organise une formation d'une trentaine de journalistes des médias publics et privés. Objectif, promouvoir l'implication de la presse dans le processus de justice transitionnelle et de cerner les enjeux, les défis. L'initiative vise à sensibiliser et former les premiers responsables des médias sur les mécanismes de justice transitionnelle. Je crois qu'il est extrêmement important d'impliquer les journalistes dans le processus de réconciliation en cours. Comme vous le savez, le chef de l'État a pris l'initiative de mettre en place un comité provisoire de réflexion qui est chargé donc de faire des écoutes, de consulter le plus largement possible et de proposer donc un rapport au chef de l'État. C'est tout un processus qui va démarrer bientôt et il était extrêmement important que les journalistes soient associés à ce processus. La reconnaissance des victimes est un passage obligé dans le processus de réconciliation nationale. Dans les débats, les participants ont échangé sur la complémentarité des 4 piliers de la justice transitionnelle. Il s'agit de la recherche de la vérité, de la justice, de la réparation et de la garantie de non-répétition des violences exercées par le passé. Nous souhaitons que les médias accompagnent ce processus, positivement ce processus. De toutes les façons, tout repose sur l'implication et la responsabilité dont ils vont faire preuve dans le cadre de ce processus. C'est pourquoi votre rôle ici est central. Il est important et il faut que vous ayez conscience de cela, que rien n'est possible positivement sans vous. Selon les formateurs, la réussite d'une réconciliation nationale requiert l'engagement de tous les acteurs. Elle nécessite surtout une réelle volonté des autorités du pays engagées pour enfin tourner les pages douloureuses de l'histoire de ce pays. Ils étaient nombreux ce matin, très remontés à cause du décès hier de leur ami Moussa Mara à Donka. Ils s'en sont même pris à la structure de l'hôpital, une manif sporadique par laquelle les élèves du lycée Donka reprochent aux médecins, je cite, d'avoir exigé une somme de 2 millions à la famille du défunt, mais les manifestants n'avaient peut-être pas la bonne information. Notre reporter Sorudé Kira est parti s'informer dans la famille éplorée et à l'hôpital. Il nous relate les faits. Mara est décédé hier mardi aux environs de 0h après une intervention chirurgicale. Chez ses camarades ont attaqué notamment au bloc. Ils reprochent au corps médical son indifférence face à l'état de leur ami. À l'interrogatoire de l'anamnèse, on s'est rendu compte qu'il est tombé autour d'un match de football. Donc il était en peur, il voulait faire un coup de tête là. Il est tombé, son camarade lui a donné un coup de pied, il est tombé et son collègue est retombé sur lui. On a mis une observation de surveiller les paramètres tous les jours jusqu'à hier. Hier, on a vu que son tableau s'aggravait, il faisait de la fièvre, de l'insomnie et tout, et on s'est dit que vraiment il y avait une infection quelque part. Et effectivement, on a décidé de bloquer. Nous n'avons aucunement demandé du sang, mais vous savez, l'hôpital c'est comme ça. La chirurgie, il n'y a pas de risque zéro, il y a le risque anesthésique, il y a le risque chirurgical. Dans la famille du défunt, pendant qu'on pleure encore le jeune Moussa, l'attitude de ses camarades est néanmoins déplorée. Il n'aurait pas été suffisamment informé avant de commettre ces actes de vandalisme. Notre jeune n'a pas mort par manque de sang, parce que la vérité c'est là. Nulle part dans nos récits de carnet de l'hôpital, on n'a jamais mentionné qu'il a un manque de sang. Donc, je regrette beaucoup avec l'attitude de certains élèves. Vraiment c'est regrettable et vraiment nous regrettons beaucoup de ça. Pour la direction générale de l'hôpital, de tels vandalismes relancent l'éternelle question de la violence à laquelle se livrent parfois naïvement les jeunes dans notre pays. Le Centre national de transfusion sanguine, qui était l'autre cible des manifestants, a été sauvé de justesse par l'intervention de la police, nous a-t-on confié.
Enfin sport, pour dire que la Fédé guinéenne de judo vient de tenir la 17e édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon en Guinée. 12 clubs. L'événement s'est déroulé au palais. Chaque année, la Fédération de judo organise la Coupe de l'ambassadeur du Japon en Guinée au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Ce mouvement d'ensemble assis et debout, le Nageno Kata, a été présenté par le club de Furia. Est enseigné dans la plus grande université de ce sport de combat, le Kodokan Judo, au pays du soleil levant. Cette 17e édition a regroupé 12 clubs de Conakry et de l'intérieur du pays pour un total de 13 combats en série filles et garçons. Cette animation sportive permettra au président de la Fédération de Judo, colonel Moustapha Diamé, de savoir à quel sens se vouer avant la 16e édition du tournoi international de la ville de Saint-Louis au Sénégal du 1er au 6 mars. Ma présence parmi vous à la finale de la 17e édition de la Coupe de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, est un témoignage éloquent de l'intérêt que le peuple, le gouvernement et le chef de l'État accordent aux relations séculaires qui existent entre la Guinée et le Japon. 2 trophées ont été arrachés en série filles par Mamadou Mabangura, moins de 63 kg, et en série garçon par Mamadou Sambaba, moins de 66 kg. Je souhaite sincèrement que la promotion du judo en Guinée ainsi que la manifestation d'aujourd'hui contribueront au renforcement des relations entre la Guinée et le Japon. Je souhaite également que cela vous donne une occasion de mieux comprendre le Japon dans son ensemble comme culture et comme société. Des cadeaux et des trophées dans un esprit de fair play. C'est la fin de cette édition d'Info à la télévision nationale. Bonsoir.